It brings a tear into my eye. Thomas Chatterton Williams est écrivain, journaliste et critique. Il travaille notamment pour le New York Times Magazine. Il est l'auteur du livre Autoportrait en noir et blanc, publié en France aux éditions Grasset, qui a fait de lui l'un des intellectuels américains les plus influents et qu'il présentait samedi 26 juin 2021 à la librairie Ombre Blanche lors du Marathon des mots. I guess I'll drown in my own tears. I sit and cry. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là et d'avoir bravé, je dirais, le retour du stade toulousain pour vous retrouver dans le cadre du Marathon des mots, dans la librairie. À la librairie Ombre Blanche, on est très heureux de recevoir Thomas Chatterton Williams pour évoquer son ouvrage Autoportrait en noir et blanc, avec un sous-titre très important, Désapprendre l'idée de race, édité chez Grasset. Alors, je rappelle que Thomas Chatterton Williams est diplômé de philosophie, écrivain, journaliste, critique au New York Times Magazine. Il a été l'auteur en 2020 d'une lettre ouverte dans le Harper's Magazine qui s'opposait, si je puis dire, à la culture de l'intolérance des opinions opposées, je cite. Et donc, aujourd'hui, il nous livre, à travers cet ouvrage, je dirais, un ouvrage qui se situe, qui se retrouve dans une situation qui va l'amener à se questionner sur la notion de race. Effectivement, vous vivez avec Valentine, qui est une femme blanche. Vous êtes vous-même métisse, votre père était noir et votre maman était blanche. Et je dirais que la naissance de votre fille, la petite Marlo, blonde aux yeux bleus, va vous amener à vous questionner sur cette question: doit-on réduire au fond un individu à la couleur de peau ? Cela a-t-il un sens alors que les gènes et les héritages culturels sont multiples ? Et donc, nous avons là un ouvrage qui mêle la réflexion, ouvrage autobiographique, avec souvent des pages très intimes d'ailleurs, dans votre autobiographie, et qui mêle cette réflexion à des réflexions beaucoup plus générales, je dirais, qui interrogent à la fois ce que j'appellerais le racisme ordinaire et l'antiracisme communautariste, en quelque sorte. Et vous vous demandez comment dépasser les préjugés de race et qui sait peut-être œuvrer à bâtir, et vous l'appelez dans un dernier chapitre, à bâtir une société que on pourrait qualifier de post-raciste. Et alors, à travers cet ouvrage, je le disais, intime, vous croisez le cheminement de vos parents, votre cheminement personnel, et vous vous inscrivez aujourd'hui dans le débat intellectuel qui est plus que jamais d'actualité. Alors, pour ouvrir cette conversation, je vous poserai cette question, en fait deux questions en une. Comment avez-vous vécu ce cheminement ? Et je serai tenté, mais on aura l'occasion d'y revenir à travers notre discussion, comment sortir de l'assignation identitaire. Merci. Voilà, c'est très simple en fait.
Bonjour, and thank you all so much for coming. I apologize. I've lived in France and loved living in France for 10 years, but I've never mastered the beautiful language in this beautiful country. So I'm going to speak in English. Donc, merci beaucoup tous d'être là. Je suis navrée, mais ça fait 10 ans que je vis dans ce beau pays, mais je n'ai pas encore maîtrisé cette belle langue, donc je vais m'adresser à vous en anglais. Mais merci à vous d'être là et peut-être vous pourriez vous nommer, comme l'on dit. Moi, c'est Vanessa C. Stone et je suis là pour traduire. Merci beaucoup. So I grew up I was born in 1981, and I grew up in an American culture that very much conceived of race as binaire. You are either black or white. Donc, je suis née en 1981 dans une Amérique dans des États-Unis qui considérait qu'il y avait une vision très binaire de la race. On était soit noir, soit blanc. And a single drop of quote unquote black blood makes a person black because they're unable to be legally white, and this is a practice going back to the slave states. Donc, une seule goutte de sang noir fait que quelqu'un est officiellement noir, légalement noir, et ne peut pas être légalement blanc. Et c'est une pratique qui date de l'époque esclavagiste. So in my childhood, the identity that in France is commonly called métis wasn't a very strong identity. Métis people were effectively black, and you could have people calling themselves black who were every kind of physical variety you can imagine. Donc pendant mon enfance, l'identité qu'on appelle métisse en France était très peu présente. Les gens métis se disaient noirs, et il y avait sous l'étiquette noire toutes les variantes qu'on puisse imaginer. So I never really asked myself very much what it meant to be mixed. I had a white mother and a black father, and I was black, and that was kind of le sujet était clos. Je me suis jamais trop posé la question. J'avais une maman blanche, un papa noir, et donc j'étais noire, et voilà, le sujet était clos. Yeah, and you know, Barack Obama explained this himself. That was his reasoning and why he never described himself as métis. It was a very common way of thinking. I think it's less strong now. Et donc Barack Obama a expliqué le même raisonnement, et c'est pour ça que lui non plus, il s'est jamais dit métis. C'était très fort à l'époque, ça l'est moins maintenant. And so I just assumed that my children would be métis like me, but that they would be black. And you know, even when I met my wife Valentine in Paris, it didn't occur to me that that I was perhaps changing, at least in the eyes of society, I was changing the race of my family. Donc je supposais que j'aurais des enfants qui seraient métis, qui seraient donc noirs. Même quand j'ai rencontré ma femme Valentine, il ne m'est pas venu à l'idée que j'allais changer l'identité raciale de ma famille. So we were living in Paris, and a year before having our first child, in 2012, I wrote a tribune or an op-ed in the New York Times, arguing that our children yet to be born would be black because blackness was not a biological reality, but it was a condition in the world. And I realized in retrospect that I was writing this op-ed as a way of trying to convince an audience of one person who was myself, I think. Et donc, une année avant la naissance de notre fille, j'ai écrit une tribune dans le New York Times où je disais que mon enfant allait être noir parce qu'il ne s'agissait pas de biologie, de sang, etc., mais d'une identité dans le monde. Et je me suis rendu compte depuis qu'en fait, je cherchais à convaincre un public d'une personne, et cette personne était moi-même. And so in 2013, and I should say I also convinced my wife, who's European and didn't bring the same set of ideas to the racial
conversation that I brought. But I convinced her that she would be the mother of black children, not Métis children, and she agreed at one point. Donc j'ai convaincu ma femme, qui est pourtant européenne et qui avait une toute autre propos, une toute autre vision de cette question. J'ai réussi à convaincre ma femme blanche qu'elle allait être maman d'enfants noirs. Et à un moment donné, elle était d'accord. And then after 24 hours in the hospital in Paris, I'm delirious with fatigue. My wife has been in labor forever, and I hear the doctor say, I can see the something, tête dorée, and I just kind of. Donc, après 24 heures à l'hôpital, moi-même dans un délire de fatigue, ma femme qui était dont le travail durait depuis une éternité, et j'entends à travers une espèce de brouillard de fatigue le médecin qui dit je vois la tête dorée. And then she presents us with this practically Swedish-looking baby. And I was pretty clear, eye color changes after kids are born, but I was pretty clear that these eyes were not going to become brown. Et donc le médecin nous présente ce bébé qui avait l'air franchement suédois. Donc blonde avec les yeux très bleus, je sais très bien que les couleurs des yeux des enfants changent après la naissance, mais je me suis bien dit qu'il y avait très peu de chances qu'ils deviennent marrons. And that was really the moment, it was a moment where I was overcome with the regular feelings you have as a parent, but it was also the first moment where I would say I was forced to confront what I would later call the fiction of race. Donc évidemment, j'étais envahie de tous les sentiments de tout parent à ce moment-là, mais c'est aussi à ce moment même que j'ai été confrontée à cette question que j'ai appelée après la notion fictive de la race. Because it really was not that I said, oh, okay, I have a white child. It was not that at all. It was that I said, how can I have a child like this if I'm a black man? And how can a child like this be so-called 25% black? And what does it mean if you can see a person like this in the street, believe they're white, and in fact they're a descendant of American slaves? It means that we have a way of categorizing people that doesn't fit people like my family, certainly, but I suspect it doesn't fit any of us very well. We just don't always see it. Oui, donc je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'on puisse croiser quelqu'un avec cet aspect-là dans la rue, quelqu'un qui est visiblement blanc, mais en fait cette personne est 25% un descendant des esclaves américains. Et de se dire que cette façon de mettre en catégorie les gens ne correspond pas à ma famille, à moi, mais certainement correspond à très peu de gens, voire à personne. And so it was after living with my daughter and realizing that it's impossible to believe that you are a different race than your child. It's even harder to believe than to think that you have a parent that's a different race than you. You know that your child comes from you. You see your child has a smile that's exactly like your father's. And so these divisions don't make sense for you. And so, I began to feel like the kind of way that I had organized my thinking about human difference, I really began to see that this comes out of the collision of Europe and Africa through the slave trade in the New World, and these are very bad ways of thinking about ourselves and each other that I was continuing to uphold by believing in a drop of black blood making a person black. Donc je me suis rendu compte qu'il est impossible de se dire que son enfant n'est pas de la même race que soi-même. Encore plus impossible que de se dire que son parent n'est pas de la même race que soi-même. C'était long. I'm sorry. No, it's okay. You don't think that you're a different race than your children. And I began to realize that these are powerful and really dominating ideas of human difference that come through. They
they weren't always with us. They came from a specific time in history when Europe collided with Africa through the slave trade. Oui, donc et en fait, toutes ces idées ne sont pas des vérités qui sont avec nous depuis tout temps. Ce sont des idées qui sont nées de la collision de l'Europe, de l'Afrique, des Amériques, l'esclavagisme, etc. Ces notions, cette façon de mettre en catégorie date d'un moment spécifique de l'histoire et n'est pas une vérité éternelle. So just to sum up, the final place I arrived at is that I just don't think that we can transcend racism so long as we continue to believe in and reify these categories of difference that racism thrives on. Et donc, en fait, pour conclure, pour résumer, je pense qu'on n'arrivera jamais à dépasser, à outrepasser le racisme tant qu'on n'aura pas cessé d'ériger en principe ces divisions, ces catégories, ces définitions raciales. À ce propos, vous racontez dans cet ouvrage, vous faites la campagne de Barack Obama et vous expliquez que vous allez dans des blocs pour donc distribuer ce que l'on appellerait ici des tracts. Et donc, et vous dites, vous écrivez à un moment donné que les gens ne vous repèrent pas comme noir à partir de là. Et c'est à ce moment-là que vous, à un moment donné, et vous le reprenez à la fin, vous dites « L'identité noire, tout comme l'identité blanche, n'est pas réelle ». Est-ce que vous pouvez un peu raconter ce moment, parce que c'est un moment important où vous allez faire la campagne de Barack Obama, vous vous dites « je vais rencontrer mes compatriotes », mais eux ne me perçoivent pas comme ça. Et là, la question sociale arrive. À ce moment-là. In 2008, with one of my best friends from university, a Jewish American guy, and with a very good friend who was German living in New York, the three of us were sent to one of the poorest places I've ever seen in my life in Baltimore. Donc en 2008, avec un ami juif américain et un ami allemand, tous les trois, on a été envoyés dans un des endroits les plus pauvres que j'ai jamais vus, dans le Baltimore. And we were knocking on doors, asking people to vote for Barack Obama. And house after house after house, these people were so poor, they had never heard of Barack Obama. They had never heard of Hillary Clinton. And some of them hadn't heard of George Bush. Donc on allait de porte en porte, on frappait à la porte, on demandait aux gens de voter Barack Obama. Ils étaient tellement pauvres qu'il y avait des gens qui n'avaient jamais entendu parler de Barack Obama, tous, maison après maison. Il y en avait qui n'avaient jamais entendu parler de Hillary Clinton. Il y en avait même qui n'avaient pas entendu parler de George Bush. And as we were walking through the streets, the only other white people walking through the streets were people knocking on doors asking people to convert to Christianity, asking the people to be reborn Christians. They were missionaries. And so every time we'd knock on the door, someone would scream, "The missionary people are here." Donc les seuls autres blancs qui déambulaient dans les rues, c'était des missionnaires qui cherchaient à convertir les gens au christianisme. Et donc chaque fois que eux, les trois, ils frappaient à la porte, les gens criaient « Les missionnaires sont là !» And it was so frustrating, just realizing the obstacles, the social obstacles, the class differences, that I had this feeling that some of the people would have known that there were two white guys and there was one light-skinned black guy standing on their porch, but that didn't make a difference. That didn't matter. It wasn't as though they felt that we had something together that differentiated me from the two white guys. It was that the class differences, the education differences were so enormous that race is a kind of illusion as to what is actually going on, and it's part of what's going on, but putting things only in terms of color misses the enormous way that we use race as a way of avoiding talking about class in America. Et ce qui était clair, que quand les gens ouvraient la porte, donc ils avaient deux monsieur blancs et un monsieur noir à la peau claire, mais en fait, on se rendait bien compte qu'ils ne voyaient pas un noir comme eux
en face d'eux. En fait, la différence qui était tellement flagrante et tellement énorme et présente et lourde était une différence de classe, une différence de niveau d'éducation qui était bien plus fort et plus présent que toute éventuelle différence de race. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que c'est en fait on utilise la question de la race pour occulter tout un tas d'autres phénomènes et d'autres écarts aux États-Unis. Just one more. And the thing that made me really understand that it was class and not race was that we then did it again in a completely poor white neighborhood. And we were aliens to these white people. And they didn't say, oh, there's two white guys like me and there's one black guy. They said, all three of these people are like rich interlopers, and they were hostile and actually angry. And one woman asked my friend if, she said, I'll vote for Obama. Can you tell him that I lost my job and I have cancer and I'm running out of health care and I need help. And it was so devastating to believe that she thought that she had no idea how these things work. And we were it was not race, there were profound divisions between us, but it wasn't about color. And I think that seeing the black neighborhood and the white neighborhood and seeing that they were poor in the same way, it was an epiphany for me. Et ce qui a encore plus cristallisé cette sensation, c'est qu'on a enchaîné dans un quartier blanc, également pauvre. Et on a bien vu, pareil, qu'ils ouvraient la porte, ils ne voyaient pas en face de deux blancs et un noir. Ils voyaient des étrangers riches, limite des envahisseurs de leur quartier riche. Ils étaient très hostiles. Et il y a eu une dame qui a dit « Oui, je voterai pour Barack Obama. Vous pouvez lui dire, s'il vous plaît, que j'ai perdu mon travail, j'ai un cancer, j'ai presque plus de mutuelle d'assurance santé. » Et je me suis rendu compte qu'elle ne comprenait rien à comment marchaient les choses. Elle a pu croire, parce qu'il y avait ces trois personnes éduquées et riches en face d'elle, qu'ils côtoyaient Barack Obama tous les jours et ils allaient pouvoir apporter le message. Et c'est là, c'était une espèce d'épiphanie, une espèce de compréhension subite d'à quel point la race était fictive dans cette question et tout était une question de classe. Alors, il y a une question quand même importante que vous soulevez aussi dans cet ouvrage à partir de ce que nous venons d'évoquer. D'une part, je me demande comment vous percevez maintenant entre les États-Unis et la France dans laquelle vous êtes, comment on appréhende la question du racisme, d'une part, parce que vous évoquez quand même, je pense, lorsque vous parlez d'Eldridge Cleaver, qui quand même reproche à certaines personnes, dont vous pouvez être peut-être, d'être des traîtres à la cause antiraciste quelque part, et vous seriez devenus des alliés des oppresseurs quelque part. Donc il y a là aussi quelque chose à déconstruire dans ce discours qui, à mon avis, doit être très compliqué au sein de la communauté noire américaine. Il serait presque aussi aujourd'hui comment vous vous situez par rapport à Black Lives Matter, par exemple, aujourd'hui, et comment est-ce que cette question est abordée ici en France avec cette fameuse question de l'universalisme antiraciste, serais-je tenté de dire. It's a very complicated... It's very difficult and depressing to think, how do we actually get past this thing that we all agree isn't scientifically, biologically real? C'est très déprimant de se dire qu'on doit réfléchir à comment on va arriver à dépasser cette chose qui n'a aucune réalité scientifique ou biologique, et pourtant on doit on doit réfléchir à comment le dépasser. And it's interesting, you mentioned Eldridge Cleaver. He was saying that against James Baldwin, who was a black writer who had found his freedom. He had liberated himself by living many years in Paris, but mostly in Saint-Paul-de-Vence in the south. And Eldridge Cleaver was kind of saying that he had lost touch with his blackness and was essentially becoming a European. Donc, Eldridge Cleaver, dont parlait Jacques,
parler principalement de James Baldwin, l'écrivain noir, qui a longtemps vécu à Paris, mais a aussi beaucoup vécu à Saint-Paul-de-Vence, dans le sud de la France, et qu'on a accusé d'avoir perdu sa négritude, de devenir presque européen, et d'avoir perdu son identité de noir américain. And this is something that's getting, I've noticed, this book came out in 2019 in America, and it's more difficult now than it was in 2019 because of this kind of pressure that you evoke from Eldridge Cleaver. This is a mood in America, but it's coming to Europe quite a bit too. Et donc ce livre est sorti en 2019, et en fait, le contexte est plus difficile aujourd'hui que ça ne l'était en 2019. Par rapport à ce qu'évoquait Eldridge Cleaver. Et c'est très fort, les tensions sont fortes aux États-Unis, mais c'est quelque chose qui arrive, qui est en train d'arriver en Europe. So, to answer your question seriously, I think that you don't need everybody to all agree. If you look at how the conversation around gender or transgenderism has proceeded, a core of people making an argument can change norms, can change mores or ideas, but it takes convincing people. And right now, Black Lives Matter is convincing people that racial identity, that blackness is the thing that's happening, as opposed to convincing people that the thing that's happening is police violence that we should all be caring about because it can happen to everybody. The thing that's most important isn't the idea that there's a racial difference. The thing that we should all care about is the police violence. So how do you do it? You do it by winning the conversation, but right now, my side is not winning, that's for sure. On peut convaincre les gens, on peut changer les idées. Si on regarde l'exemple de la communauté LGBTQI+, on a changé, ces dernières années, beaucoup de choses ont changé parce qu'il y a eu un groupe, il y a une conversation fondamentale qui a pu influer sur le discours et qui a pu changer les points de vue. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire au niveau du racisme. Mais ce que fait le phénomène autour de Black Lives Matter, c'est de mettre en évidence le propos, c'est que la question, c'est la race. La question, c'est le fait d'être noir. Or, en réalité, la question, c'est la violence policière qui concerne tout le monde et dont tout le monde peut souffrir. Il faudrait que la conversation soit là. Donc on peut convaincre les gens, mais il faut gagner la conversation. Et mon côté n'est pas en train de gagner la conversation actuellement. I'll give one concrete example about why it's I can't tell you that it will change, but I'll tell you why it's a mistake to think of things in terms of race. It's too simple. What happened to George Floyd was terrible, and I believe that race was involved in it. But for anything that happens in America like that, you can find almost an exact example of it happening to someone of another race, and oftentimes to a white person. So in 2016-17, you have a man named Tony Timpa, who's white, who was killed by police on film almost exactly the same way. They were kneeling on him and they were laughing. And he was saying, "I can't breathe," and they were saying, "Whatever." And he died. And that was filmed, and no one really talked about it. He was just one of the 1,000 people every single year that police kill in America. So for me, the thing is that you can find these abuses. These abuses concern us all. We should all care about these abuses, and we should all care about the society that we're integrated in as citizens. But putting it into the language of race, one, it makes white people think that it doesn't concern them, and two, it makes it seem that all of the social reasons that these things happen to poor people generally can be reduced to something like biology, which I think it ensures that we don't solve the problem. Pour revenir à la question de George Floyd, bien sûr, je pense que la race faisait partie de cette situation, mais en fait, si on cherche bien, presque chaque crime de ce type de violence policière envers un noir aux États-Unis, on peut trouver un équivalent envers quelqu'un d'une autre race et bien souvent contre des gens blancs. Donc en 2017, Tony Timpa, un blanc,
a été pauvre, a été victime de violences policières et est mort de presque la même façon, avec les policiers qui s'agenouillaient dessus. Il disait qu'il ne pouvait pas respirer, les policiers rigolaient. Il est mort et on n'en a presque pas parlé. C'est la violence policière ordinaire dont souffrent des milliers d'Américains tous les ans. Et le fait d'imposer là-dessus une question de couleur de peau et de race empêche en fait de regarder la question réelle qui est par exemple la pauvreté, qui est par exemple d'être dans une société où cela est possible et accepté. Justement, comment est-ce que vous mesurez votre père venait du sud des États-Unis, a épousé aussi une femme blanche, comme vous. Comment vous pouvez comparer l'évolution de la situation entre ce qu'ont connu vos parents et vous-même aujourd'hui et la situation américaine, par exemple? That's another thing. The perspective has shifted so much. My father was born in 1937. This is, je crois qu'il avait 27 ans avant civil rights. So he couldn't drink at the same water fountain as you until he was 27 years old in Texas. He lived in another country than I did. And when he met my mom and got together with her, it was only 3 years after the law passed that was possible in the states that outlawed what they called miscegenation. There were states where there were racial integrity laws where you were not allowed to marry across race. That was 3 years. That was over for 3 years by the time he married my mom. Oui, donc mon père, c'est une bonne question parce que mon père est né presque dans un autre pays que le pays dans lequel je suis né moi, dans ce sens où il était dans le Texas. Il avait 27 ans quand ça a été permis légalement de se marier entre races. Et je cale. And no, but he was 27 before he could even ride in the bus, or drink at the water fountain. He went to segregated schools. There were laws that were worded in terms of keeping white racial identity pure. Oui, donc jusqu'à ses 27 ans, il vivait sous la ségrégation. Voilà. Il était dans des écoles à part, on ne pouvait pas boire à la même fontaine d'eau. Il y avait des lois qui étaient explicitement formulées, que c'était pour garder l'intégrité de la race blanche, etc. And when I was a child, when we went out to a restaurant as a family, black people and white people would stare at us because it was not something they were used to seeing. And ça changeait by 2000, I never noticed that again, and the society had really, really changed in ways that I think people don't fully appreciate all the time when they talk about the permanence of racism. Donc, quand moi j'étais enfant et qu'on sortait au restaurant, par exemple, en famille, les gens noirs et blancs nous regardaient les gros yeux, les yeux écarquillés, d'étonnement de voir une famille mixte. Donc, dans les années 80, c'est quelque chose que à partir de l'an 2000, on ne voit plus du tout. Et c'est quelque chose que je pense que les gens ne mesurent pas quand on parle de la permanence du racisme. Cette évolution-là n'est pas tenue en compte. To put one thing in perspective, my father's old enough to be my grandfather. Il a 84 ans, and his grandmother was married to a man who was born in the final year of slavery. That's how close it is. His grandmother was married to someone who was a slave as a baby. Donc la grand-mère de mon père, donc mon père est âgé, né en 37, et sa grand-mère était mariée avec quelqu'un qui avait été esclave bébé, parce que c'était l'année de sa naissance, mais voilà pour dire à quel point l'esclavagisme est proche. Alors, vous avez un chapitre qui s'intitule « Autobiographie d'un ex-homme noir ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Il faut.
that is based on the title of a book that I love from 100 years ago called Autobiography of an Ex-Colored Man by James Weldon Johnson, which was a fake. It was pretending to be a real memoir, but it was a novel. But Donc en fait, je me suis inspirée du titre d'un livre que j'adore, qui a 100 ans. L'auteur, j'ai pas retenu. Autobiography of an Ex-Colored Man. Voilà, l'autobiographie d'un ex-homme de couleur, et qui se positionnait comme si c'était un vrai mémoire, une vraie autobiographie, alors qu'en fait non, c'était un roman. And the idea I'm trying to express in this chapter is not that I'm an ex-black man because now I'm a white man. I want no part of passing or buying into the idea of what we call whiteness. I want to say I'm an ex-black man because I want to make a gesture that was inspired by an artist, a black artist named Adrian Piper, who I profiled for the New York Times Magazine, who publicly retired as an art project from being black. Donc, c'était absolument pas, ce titre n'est absolument pas pour dire que je me considère plus noir parce que je me considère blanc. Pas du tout, je veux pas du tout réclamer ces identités-là et cette notion de blancheur. C'était au contraire un geste vers un artiste que j'ai beaucoup aimé, dont j'ai écrit un profil pour le New York Times, Adrian Piper, qui, comme projet artistique, avait produit une œuvre qui s'appelait qui prenait sa retraite de son identité d'homme noir. And the idea is simply that I want to reject the binary, the binaire, the game of skin and of categorization that society imposes on you, that effaces your individuality. Donc l'idée de ce chapitre, c'est de refuser ce côté binaire entre voilà ce côté binaire imposé par la société et qui efface l'individualité derrière une identité bien noire ou blanc. And it's not that I'm so naive that I could think that I can just say that I'm not black and that means that everything will just change. Your identity is a negotiation between what you say and what society says to you. But it's a little bit of some type of resistance or rebellion that I think is in the power of the individual to say, I won't repeat the lie you tell me. You won't make me say it. Donc je sais bien que l'identité est une espèce de négociation entre son propre propos, ce qu'on dit soi-même à son propre sujet, et ce qu'en dit la société. C'est une négociation, ça je sais bien, et je n'ai pas la naïveté de croire qu'il suffit que moi je le déclame pour que ce soit considéré comme vrai, mais je pense que c'est une résistance qui est à la portée de tous, de faire ce type d'affirmation et de reprendre sa propre identité. En fin de compte, le racisme crée la race, mais non l'inverse. Je crois que vous l'écrivez dans cet ouvrage. Et effectivement. Et donc, comment peut-on envisager aujourd'hui la question de l'universel? This is a complicated subject that's gotten more complicated in France recently. But I guess I'm an old school Francophile. I believe Enlightenment universalism and the idea that there's an objective truth that we can all buy into and that society can keep becoming more rational and perfected. I believe these are aspects of the Republican ideal and the French way of, the best French way of thinking of itself that I really buy into, even though you're not supposed to say that now in certain quarters. Donc je pense qu'en fait je suis un francophile traditionnel, un francophile d'autrefois, c'est-à-dire que j'adhère complètement aux valeurs des Lumières, l'universalisme, etc. Et en gros, voilà, j'ai résumé, je pense. Well, I had a debate with Rokhaya Diallo, who's making a very different case. She's looking to the United States and she's saying the identity politics that's going on there, I think that we should bring that over here. And I think that you can't look at America and say, what's going on over there makes a lot of sense and looks like they're doing really well. Let's replicate that. Donc j'étais... Rokhaya Diallo.
Donc, j'ai Rokia Diallo. Donc, j'ai eu un débat avec Rokia Diallo qui, elle, tient le propos qu'en fait, ce qui se passe aux États-Unis, c'est très bien et c'est ça qu'il faudrait importer ici, au niveau de la politique de racisme, de race, enfin, l'approche américaine. Et pour moi, aujourd'hui, on ne peut pas regarder les États-Unis et se dire, tiens, ce qui se passe là-bas, c'est bien, ils s'en sortent bien, on devrait l'importer ici. Ça, on ne peut pas le dire. So I think that obviously there's racism in France. France is not a utopia. No place is a utopia. So there is racism, but the idea that France has that you are all French and that your ethnicity and these other things about you are private matters outside of your public citizenship, I think that's the model that has to be fought for. Donc évidemment qu'il y a du racisme en France et la France n'est pas une utopie parce qu'il n'y a pas d'utopie, mais cette notion française que nous sommes tous français et que l'identité raciale ou autre relève du domaine privé, c'est une façon de voir qui est bien et il faut aspirer à ce type de vision. Alors justement, aux États-Unis, vous êtes perçu comment dans la communauté? I'm probably perceived now as somebody who, ça dépend. It depends who's perceiving. But I think in some places I'd be perceived as someone who's lost touch with American reality by living in France too long. I think I can get that critique now. Je m'entends dire parfois, bon, ça dépend de qui c'est qui perçoit, mais je peux m'entendre dire que j'ai perdu que je n'ai plus le pouls de ce qui se passe aux États-Unis parce que je vis en Europe depuis trop longtemps, que j'ai perdu ce lien. By the same token, thankfully, people that employ me to write for them and other people that agree with me think that perhaps you gain an advantage by looking from outside, by taking yourself outside of the context and being in France and seeing something that you might miss if you stayed home. Mais aussi, il y a des gens qui me paient pour écrire pour eux et qui pensent peut-être bien que, au contraire, le fait d'être à l'étranger, donc d'être en France et de regarder de loin, permet une lucidité, une clarté qu'on n'a peut-être pas quand on est sur place. Au fond, c'est difficile d'être un citoyen du monde. It's difficult to be a citizen of the world. It is because yes, because this makes people angry somehow. People get angry when you're supposed to have a team, you're supposed to have a place you're from, and people that want to free themselves from certain things, it can inspire a kind of backlash that I find surprising. Oui, tout à fait. Ça peut être difficile parce que on aime bien que les gens aient une équipe, que les gens choisissent leur camp et réclament leurs origines. Et le fait de s'en libérer, de chercher à s'en libérer, ça peut fâcher des gens et c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. And I'll say one last thing. Living in France has been, for me, it's been the way it has been for many Black American writers and artists and people that came over, GIs who fought and didn't want to go home. Here, it's not that society is perfect, but it is that I am treated as an individual and that oftentimes the part of my identity that is most important to how I interact with the world is my nationality. So I become an American first and foremost. And I kind of step outside of the racial pressures that are on me back home or the boxes that work back home. And so it feels like an actual liberation. And I understand why, for a lot of Black Americans, historically, coming to Paris, coming to France was the first time that they really felt American and that they really felt liberated. There is something to that. There's something to leaving home that frees you. En fait, en venant ici, comme beaucoup d'artistes et d'écrivains noirs américains avant moi, comme les GI, comme les soldats pendant la Deuxième Guerre qui sont venus ici, qui n'ont pas voulu repartir, en fait, je me retrouve comme un individu et
Je ne suis pas identifiée comme un homme noir, mais au contraire, c'est plutôt l'identité américaine qui prime. Donc, en fait, on me perçoit d'abord comme un Américain. Et c'est très libérateur. C'est plus facile donc d'être un Américain à Paris. Oui. It's a good place to be an American. Paradoxalement. Bien. Alors je vois qu'il est l'heure avance. De toute façon, on prendra un temps pour la dédicace. Alors, on ne va pas prendre beaucoup de questions. On n'a pas malheureusement suffisamment de temps, mais on peut prendre une ou deux questions si les gens le souhaitent. J'ai un micro, il suffit de lever la main, comme on dit. Pardon. Merci. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. J'ai une interrogation en vous écoutant, à savoir que la philosophie qui consiste à concevoir les individus dans leur complexité et non pas en les catégorisant, je pense que c'est une philosophie qui finalement ne trouve pas beaucoup de détracteurs. C'est-à-dire c'est une aspiration, je pense, assez naturelle. Et ce qui m'interroge, c'est que ce dont vous avez beaucoup parlé reste très théorique, mais que quand on est dans la pratique, dans la vie de tous les jours, on se rend compte que cet idéal se casse parfois le nez face à des réalités assez dures. Par exemple, moi je vois que dans mon évolution professionnelle, et même dans mes études, plus je suis montée professionnellement ou dans mes études, moi j'ai rencontré des gens qui me ressemblaient physiquement. J'ai rencontré des gens qui me ressemblaient intellectuellement, à d'autres niveaux, et ça m'a beaucoup interrogée. Je n'ai pas vraiment de réponse pour expliquer pourquoi, après de longues études, en étant dans un milieu professionnel dit favorisé, je rencontre de moins en moins de gens qui me ressemblent. Parce que je pense qu'effectivement, il y a sûrement des choses qui sont liées à la classe sociale, mais pourquoi est-ce qu'en termes de proportion, on retrouve davantage de gens qui vont avoir des caractéristiques physiques communes et moins d'autres? C'est l'interrogation que donc je me demande comment est-ce qu'on peut concilier finalement la philosophie que vous défendez et les thèses universalistes qui sont effectivement très importantes et la réalité de beaucoup de gens encore aujourd'hui. I 100% agree with you. There's the abstract theoretical conversation and there's the reality of inequality, racialized inequality and histories of oppression that we can't gloss over. And I don't mean to be glib about these lasting residues of colonialism and slavery, but I simply believe that we can't fix them without doing two things at once. You can't just be anti-racist and focused on reaffirming the identity differences. I think that will never get us where we have to be. You have to do that for sure, but you also have to keep your eye on this larger, longer-term goal, which is that the identity categories will not always obtain. Is that too much? Donc je suis 100% d'accord avec vous. Je pense qu'on ne peut pas, il ne faut pas se concentrer que sur l'antiracisme, que si on se concentre purement sur l'antiracisme, on perd de vue les questions plus larges qui feront qu'on peut se retrouver tous. We have to do both. We have to do the near-term anti-racism that does focus on inequalities, lack of representation, lack of access, histories of oppression. But they're always, I think what is missed often is this longer-term goal of what are we actually fighting for? And what we're fighting for, I think, has to be articulated. You have to imagine what you're fighting for before you get there. And for me, that would be that these identities no longer obtain. Oui. Donc, oui, il y a un objectif à plutôt court terme qui est l'antiracisme, qui est éradiquer les traces du colonialisme et toutes ces histoires racisées.
Mais il faut avoir une vision à long terme qui est plus ambitieuse que celle-ci. Et ce n'est qu'en ayant et en articulant cette vision à long terme qu'on peut tous aspirer vers quelque chose de mieux, de plus loin que le simple antiracisme. D'autres questions? On a encore un peu de temps, quelques minutes. Bonjour, merci. C'était pas vraiment une question, mais c'est plutôt une tentative de réflexion par rapport à la police, par exemple. Moi, je pense surtout qu'il y a des questions de classe sociale, comme vous disiez. Enfin, les plus grands combats, pour moi, je pense qu'ils sont surtout dans les combats de classe sociale, d'oppression d'un capital, on peut le dire tel qu'il est. Et je pense que la police, d'une certaine manière, c'est une institution qui est protégée par le capital. Parce que s'il y avait, on va dire, des sanctions qui étaient vraiment mises en place contre cette institution-là et contre les personnes qui oppressent dans cette institution-là, il y aurait des risques de mutinerie peut-être, ou de révolte au sein de l'institution, ce qui ferait qu'une forme de révolution pourrait advenir dans certains moments. Donc, il y a, je pense, une forme de laisser-faire de la part des États qui sont un peu gangrénés par des liens de connivence, je pense, entre les possédants et ceux qui ont le pouvoir étatique. Et de ce fait, je pense que c'est des questions d'enjeux de pouvoir qui font qu'il y a une perpétuation de ces des conséquences socio-historiques qui perpétuent malheureusement ces exclusions. There's an understanding between the power and the police, and the main question is there and comes back to the observation about class. Yeah. Well, I mean, certainly one of the books that mattered so much to me was a book called Racecraft: The Soul of American Inequality, which argues that, racism creates race because it creates an ideology that justifies a kind of economic oppression and exploitation that needs a justification. And these racial divisions allow a kind of class exploitation that harms whites too. And it's true that a lot of the policing abuses that you see, it's that capital and wealthier classes, essentially. The police are agents of wealthier classes who are keeping society in check, and oftentimes that breaks down racially. So I find the observation to be pretty shrewd. Oui, je suis grandement d'accord avec votre observation, que en effet la police est au service des classes privilégiées et quelque part ils œuvrent pour garder un calme et pour garder un statu quo dans la société qui arrange bien ces classes-là. Donc on se retrouve avec des abus dont sont victimes les classes inférieures, les classes plus pauvres, et on se retrouve du coup aussi, on peut avoir une lecture raciale à ce niveau-là à cause de la distribution de ces classes plus pauvres. Et donc je souscris tout à fait à cette idée que le racisme, quelque part, crée la race. Madame. Bonjour, merci de votre intervention. Merci de votre intervention sur laquelle je souhaitais rebondir. Parce que quand vous parlez d'universalisme, notre société a connu des clivages des clivages autres que celui de la race et a pu, grâce à l'universalisme et la manière de ne plus penser race. Et par rapport à votre intervention, où vous êtes arrivé professionnellement, vous voyez des gens différents, sans doute blancs, vous les voyez. Mais moi, il y a un moment où je me dis, en face de moi, je ne vous vois pas noir, je ne vous vois pas, je ne sais pas trop comment vous vous définissez, mais je vois avec un homme, une femme, avec qui
notre langage, bon, traduit, etc., mais peu importe, nous permet de communiquer et qu'il n'y a plus cette idée. Et je me demande si aujourd'hui, on ne s'impose pas, si justement il faut arriver à sortir de sa tête ce statut qu'on a voulu nous donner, c'est-à-dire de se voir blanc, noir, jaune, peu importe, mais que justement, ce qui fait que ce concept de race va tomber, et à mon avis, je crois beaucoup en la jeunesse pour ça, parce que on va vers quand même, grâce à l'éducation, combattre cette idée, et qui est plus pour moi une question à la fois de code et de statut social, économique. Oui. Je ne me vois pas noire en fait. Oui, voilà. Les 20 premières années de ma vie, je ne me suis pas vue comme noire, je me suis vue comme être humain. Voilà, c'est ça. Avec d'autres caractéristiques, et c'est quand je suis rentrée à l'université, puis après dans mon travail, qu'on m'a renvoyé. Voilà. On m'a renvoyé des choses, Et c'est là que je me suis dit, ah, en fait, je suis dans cette catégorie-là. voilà. Et moi, je sais que c'est une conversation que j'ai avec un ami de mon quartier qui est antillais, et on en parle très. Et lui me répète ça, et justement, c'est l'effort à faire, et de se dire qu'on ne doit pas se dire, ni les uns ni les autres, qu'on doit se voir comme effectivement, vous dites, mais moi, je ne vois pas de personnes de couleur, je vois juste des personnes avec qui, où les clivages peuvent se faire, se feront sur complètement autre chose, s'il peut y avoir clivage, ça peut être pour d'autres raisons, que sur la notion de couleur. Et c'est ce que je crois en croix, et je pense que petit à petit, notre jeunesse va sur cette voie. Je suis d'accord. They've done studies. Human beings, our brains work to sort people into categories, into coalitions. We are coalition-seeing animals. Oui, il y a des études qui montrent que le cerveau humain classifie les gens donc en catégories et en coalition. On est des animaux qui voyons en termes de coalition. And one study that was very fascinating to me in America and California showed that we often see race as a proxy for coalition, but you can very quickly take people and reprogram their thinking in ways in studies that show that race can become less important as a coalition and can actually become unimportant. The two things that we seem not to be able not to see and categories with are sex and age. You can't see someone who's a different age and not, your brain processes age and sex differences, but not necessarily racial differences. Those can be modified and made much less meaningful. Il y a une étude fascinante faite en Californie qui a mis en évidence que on peut relativement facilement changer la perception. On a tendance à percevoir une coalition avec une étiquette raciale ou de couleur. Mais ça peut se reprogrammer relativement facilement. Or, ce que le cerveau accepte moins pour recalibrer le cerveau, on n'arrive pas pour l'âge et pour le genre. Là, c'est très difficile de reprogrammer la vision de coalition. Pour la race, on peut. C'est quelque chose qui peut se modifier. And so I have to hope that, as James Baldwin wrote, that you can imagine a future where skin doesn't mean much more to people than differences in the color of hair or differences in the color of eyes. In Europe, I mean, all of you have very different hair and eye colors, which are programmed by the exact same levels of melanin. That is the same genetic differentiation that makes differences of color in the skin. But we put so much meaning into differences of color in the skin that we don't put into melanin in the iris or the hair. Oui, j'espère qu'on arrivera à ce que disait James Baldwin, où à un moment, la différence de couleur de peau n'aurait pas plus d'influence sur nous que la différence de couleur de cheveux, la différence de couleur des yeux. Et on voit bien qu'en Europe, et ici même, on a tous ces couleurs de cheveux différents, des couleurs des yeux différents, et ça nous... Pas de cheveux du tout.
et ça ne nous fait rien, alors qu'on infuse de tellement de sens la couleur de peau. Alors que tout ça n'est qu'une question de niveau de mélanine. Et c'est le même processus chimique qui va changer la couleur de peau, la couleur des yeux, la couleur des cheveux. Allez, une dernière question, si quelqu'un a une question. La toute dernière pour la route, comme on dit. Madame. Oui, bonsoir. Je voulais rebondir sur ce que vous aviez dit, indiquant qu'il était plus facile d'être un Américain à Paris que l'inverse. Et je pense à ces très nombreux Français qui vivent à l'étranger et qui ont quitté la France parce qu'ils ne se sentaient pas bien là, et à qui qu'on n'interroge pas ni sur la couleur de leur peau, ni sur leur classe sociale. Donc, si on est capable de vous considérer comme un Américain et de vous accepter comme la personne que vous êtes, pourquoi on n'est pas capable de faire la même chose pour nos compatriotes, et pourquoi on les laisse partir, et pourquoi ils se sentent mieux ailleurs? L'herbe n'est pas forcément plus verte. Donc si on est capable de vous accueillir pour ce que vous êtes, on devrait être capable d'accueillir nos compatriotes aussi. It's a true observation, and I think that part of it has to do with the freedoms and generosity accorded to strangers. I think it's often very nice to be a stranger. The society doesn't necessarily feel it has a claim on you. You're given a kind of latitude. Yeah. Oui, que c'est très juste ce que vous dites, mais peut-être que c'est en fait une espèce de liberté que l'on accorde aux étrangers, pas forcément de notre pays, mais des gens qui viennent d'ailleurs, et la société d'où qu'ils viennent va accorder une liberté, une tolérance autre du simple fait que cette personne vienne d'ailleurs. Donc c'est lié aux codes sociaux, et pas seulement à la couleur de peau. Les deux Both matter. I know a lot of French who find liberation living in America or in London, that's for sure. But there is something specific in France about a relationship to Black American culture that has been specific to France. It wasn't there in all of the European cultures. And the French were some of the first to admire jazz, for example. The French were also, I believe there's a kind of French anti-Americanism that makes French people say, white Americans, they're so brutish and boorish, and they're such simple-minded racists, and they don't even understand that, like, Louis Armstrong is great. Part of it is an anti-Americanism against white Americans. Donc, la France a un rapport particulier avec la culture dite noire américaine que les autres pays d'Europe n'ont pas forcément eu, ou pas aussi tôt, une affinité avec le jazz, avec différents artistes noirs américains. Et je pense que c'est peut-être lié aussi à un anti-américanisme en France, qui est anti-américanisme blanc, où on aime à se dire que les blancs américains sont bêtes, comprennent rien à rien, ne sont pas capables de mesurer la brillance de Louis Armstrong, par exemple, et que c'est lié. Cette chaleur peut être liée à ça. La toute dernière question. Merci. C'est pas vraiment une question, en fait, c'était pour rebondir sur ça. Moi, je suis pas sûre qu'on regarde avec dédain les blancs américains. Je crois que quand vous venez à Paris, vous êtes d'abord un Américain, et ça fait rêver. Donc vous êtes porteur de cette histoire-là. Et la différence, je pense, avec nos compatriotes, c'est que quand on les voit arriver, pour nous, ils ne sont pas américains. Ils sont porteurs d'une histoire qui est l'histoire de la colonisation, etc. Et moi, ce que j'observe autour de moi, c'est que ce qui compte, effectivement, c'est l'histoire dont on est porteur. Quand on arrive, c'est pas pareil d'être un noir américain et d'être un noir qui arrive du Congo, etc. Et c'est pas pareil le regard, parce que les petits enfants, vers 3-4 ans,
S'ils ont un groupe de blancs, s'ils sont blancs, ils ont un groupe de blancs, ils voient un noir au milieu, ils vont dire « il est noir, lui ». Normal, ils voient une différence. C'est plus la réaction des parents derrière qui va changer quelque chose. Est-ce que les parents vont être à l'aise avec ça? Parce que la personne noire en question est un Américain. Alors si c'est Louis Armstrong, ça va être génial. Si c'est un Congolais, il va être gêné. Et c'est ça qui va, à mon avis, petit à petit changer les choses et construire cette notion de race plus sur l'histoire dont on est porteur. Tout à fait. I think that there's a... And I actually had this conversation with Rokhaya Diallo, who said that she felt much better in America, because I think that there is something about an African American, a Black American in Paris doesn't make a French person feel complicit in their history of oppression, doesn't make them feel there's no guilt, we don't have a claim on each other, no one owes anybody anything. And same thing for a Black French person in New York. They're a French person, actually. They're a European. And no white person in America feels guilty towards a Congolese from France. So you're right. There is something about we don't have intertwined histories in the same way. Tout à fait. Oui, vous avez tout à fait raison. Et on n'a pas nos histoires ne sont pas étroitement liées de la même façon. Donc, un Français qui voit un Noir américain à Paris, il ne va pas porter une culpabilité. Le Français, il ne va pas porter une culpabilité par rapport à la colonisation, par rapport à l'histoire, à l'oppression. Et de même, aux États-Unis, on va voir un Français noir, puisqu'on ne porte pas une culpabilité par rapport à son oppression à lui, on va le considérer comme un Européen noir. Donc vous avez tout à fait raison, c'est une question de l'histoire que l'on porte avec soi. Bien, nous en resterons là pour aujourd'hui. Avant de terminer, peut-être je citerai cette phrase que vous citez d'Albert Camus, qui est très intéressante, qui écrivait « La pauvreté et l'histoire m'ont appris que tout n'était pas bon sous le soleil, mais le soleil m'a appris que l'histoire n'était pas tout. » Merci, Thomas Chatterton-Williams. J'invite à lire et à faire lire donc Autoportrait en noir et blanc que Thomas va dédicacer pour ceux qui le souhaitent maintenant. Merci à vous, merci à la voix française de Thomas. Merci à tous et à toutes. Le marathon continue, vous le savez, hein. Vous êtes là pour ça, vous allez marathonner pendant quelques jours. Merci beaucoup et comme l'on dit, à bientôt et portez-vous bien. Merci. It brings a tear into my eyes. Vous venez d'écouter le romancier et journaliste Thomas Chatterton-Williams autour de la publication de son ouvrage Autoportrait en noir et blanc aux éditions Grasset et traduit en français par Colin Rangewirtz. Rencontre enregistrée le 26 juin 2021 à la librairie Ombre Blanche dans le cadre du Marathon des mots réalisé et mis en onde par Radio Radio. I guess I'll